Bonjour à, bonjour à tous. Bonjour. Merci, Bonjour. merci de votre participation à ce webinaire consacré au thème de la relation entre le laboratoire et le pharmacien. Quels sont les changements actuels et est-ce que ces changements vont perdurer dans le temps? On va attendre un petit peu que les participants arrivent. Du coup, on a 30 participants. On va attendre quelques minutes, et notamment notre intervenant Hélène, qui va se connecter dans quelques secondes aussi. On va attendre les 3 minutes de politesse pour commencer. Allez, on part, on commence. Donc, je remercie encore de votre participation à ce webinaire consacré sur le thème de la relation entre les laboratoires et les pharmaciens, surtout quels changements pour aujourd'hui et demain. Pour répondre à ces questions, nous avons réuni plusieurs intervenants, experts du sujet, et que je remercie vivement, notamment François-Xavier, que je laisserai un temps de tour de table, Hélène, Thomas et moi-même. Et l'objectif, c'est de faire une table ronde virtuelle avec ces intervenants qui va durer 40 minutes et on gardera 5 minutes pour les questions-réponses. Du coup, c'est important. Techniquement, vous pourrez poser vos questions sur la partie questions en bas à droite de la Storm. Et également, dans le chat, globalement, vous pouvez discuter entre vous, poser des questions. Mais je prendrai les questions à la fin et j'essaierai qu'on tienne le tempo correctement. Du coup, on va faire un petit tour de table avant de commencer cette table ronde virtuelle. Du coup, je vais proposer à François-Xavier de se présenter. Et après, on enchaînera par Hélène et Thomas, et puis je me présenterai rapidement. Ouais, bonjour. François-Xavier Ferrand, je suis pharmacien titulaire. Je suis installé dans le département 27, dans l'Eure, pas très loin de Paris, à la frontière de la Normandie. Je suis installé depuis 2008 et j'ai un parcours d'ancien grossiste-répartiteur. Voilà, donc je suis à Passy. C'est une ville de 5000 habitants, en une ville en pleine mutation avec une paupérisation médicale absolument terrible. Et alors, je voudrais juste signaler quand même que ma pharmacie a fait des travaux importants en 2021. On a eu 15 mois de travaux qui nous ont permis de passer d'un 60 mètres carrés à un 150 mètres carrés de surface client. Voilà. En termes de fréquentation jour, on avait une pharmacie qui faisait à peu près 200 patients jour, qui est passée à 300, voire 350 avec un pic en août, qui est redescendu à 300 et on est monté à 450 en décembre et 550, presque 600 patients jour en janvier. Donc, autant vous dire que c'est une tempête inouïe qui nous est arrivée, quelque chose de très, très difficile à vivre. Voilà. En termes d'effectifs, on est passé de 8 salariés à 23 en un an de temps, avec beaucoup de CDD, hein, donc ça, c'est pas quelque chose qui va durer. 23 salariés plus 3 auto-entrepreneurs, donc on va dire plus donc ma femme et moi-même qui sommes associés au mois de janvier. Quoi dire de plus? Donc, on a une structure avec 3 pharmaciens, 4 préparateurs et 3 apprentis. Ça, c'est la structure normale. Et on fait partie d'un groupement qui est Pharma Platinum à Tours. Voilà, qui est un groupement enseigne qui est en train de créer un nouveau concept. Parfait. Je vais laisser Thomas se présenter maintenant.
Très bien. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thomas Brunet. Je suis, comme François-Xavier, pharmacien titulaire à Saint-Épin. Ce n'est pas dans le 27, c'est dans le 37, en Indre-et-Loire. Voilà, la pharmacie a un profil plutôt rural. C'est un village de 1500 habitants. Mais je suis une pharmacie isolée à 10 km à la ronde. Voilà, le chiffre d'affaires de ma pharmacie fait 1,4 million. Et on voit en moyenne 120 patients par jour, comme François-Xavier, beaucoup plus en ce moment avec la crise. Voilà, en termes d'effectifs, j'ai une associée, Mylène, et 3 préparateurs en pharmacie. Et j'adhère à un GU local de 15 pharmacies. Voilà, et on a fondé avec quelques confrères pharmaciens Apodis. Apodis, en fait, c'est une solution digitale avec la data intégrée, la data de nos pharmacies qui est intégrée, qui développe vraiment des services pour accompagner les pharmacies dans leurs nouvelles missions et dans la productivité commerciale des équipes officinales. En tout cas, merci Thomas. J'ai Hélène que je vais appeler directement parce qu'Hélène a un problème de micro, les joies du direct, qui va se présenter. Bonjour à tous. Tu as coupé ton micro, Benoît. Alors, je suis Hélène de Courtex. Voilà. Ouais, coupe ton micro de ton côté pour pas que ça résonne. Parce qu'ils t'entendent avec mon micro. Donc voilà. Moi, je vous entends, mais vous ne pouvez pas m'entendre. Donc, j'ai fondé la pharmacie digitale. C'est une société de conseil qui est spécialisée sur le numérique et la pharmacie. Donc, j'accompagne les laboratoires, les groupements pour aborder ce virage numérique. Merci Hélène de cette présentation. Tout simplement, l'idée aujourd'hui, c'est de faire une table ronde virtuelle. Et du coup, je vais planter un peu... oui, ça, c'est la petite slide un peu technique, mais n'hésitez pas à participer avec des questions. Vous pouvez cliquer sur la partie questions et je prendrai vos questions à la fin. Et n'hésitez pas à parler dans le chat et on reprendra aussi les questions à la fin. Et globalement, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais vous planter un peu le décor. Mais comme vous le savez tous, le pharmacien a initié une mutation de son métier. Déjà, depuis 2018, avec la vaccination contre la grippe, on voit que le pharmacien est capable aujourd'hui de renouveler des ordonnances, de faire des TROD, de faire des vaccinations, et notamment la vaccination pour des enfants, du coup, et les entretiens pharmaceutiques. Globalement, le pharmacien est en mutation, en transformation, et que la crise a complètement accéléré ces derniers mois, et notamment globalement sur un manque de temps et un trafic ultra important des patients en pharmacie. Et il y a un vrai bouleversement dans le métier de pharmacien. Et par rapport à ça, la nouvelle convention en cours de négociation avec les syndicats est sur cette thématique-là, notamment sur les dépistages, la vaccination, la prévention et l'observance. Et du coup, on voit que le pharmacien a changé de métier concrètement et que ça s'est accéléré. Donc, j'ai une première question pour nos intervenants. C'est une question assez pratique. C'est quel est l'impact aujourd'hui de la rémunération du pharmacien par rapport à cette crise, notamment sur les tests, sur la vaccination? Est-ce que, du point de vue du pharmacien, ça va rester temporaire ou ça va perdurer dans le temps? Et du coup, je pose cette question à mes pharmaciens. Thomas, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça? Alors, oui, Baudouin, en fait, cette situation impacte directement le modèle économique des pharmacies. La convention de 2015 avait déjà fait basculer l'officine d'un modèle où 80% de la rémunération découlait du nombre de boîtes vendues à un modèle financé aux 3/4 par les honoraires de dispensation ou l'acte. Effectivement, ce basculement a été absolument accéléré par la crise Covid. Les pharmaciens ont réalisé quand même 60% de vaccination Covid et 75% des tests antigéniques en ville, ce qui est considérable, avec bien sûr la rémunération qui va avec. Du coup, les pouvoirs publics ont véritablement pris conscience avec cette crise la force et l'efficacité du réseau officinal pour assurer ses missions de masse et de proximité, et que le réseau officinal est parfaitement complémentaire des médecins et des infirmiers qui sont peut-être un peu plus isolés dans leur cabinet.
C'est vrai qu'il semblerait qu'à l'avenir, et c'est un souhait fort de nos syndicats, qu'il soit confié aux pharmaciens plus de missions de masse, car dans la médecine de ville, en fait, le réseau officinal est le réseau qui voit le plus les patients. Voilà, donc pour répondre à ta question, si ça va durer après le Covid, la réponse est oui, certainement. Alors, ça devrait se calmer, mais par contre, ces nouvelles missions vont perdurer. Et comme le prévoit la nouvelle convention qui est en cours de négociation, outre la vaccination Covid que les pharmaciens devront certainement assurer à l'avenir, on imagine tous qu'il y aura encore des piqûres de rappel sur cette pathologie, ils sont nouvellement amenés aussi à assurer la vaccination de la grippe, comme d'habitude, mais aussi du DTP, du pneumocoque, l'hépatite A, l'hépatite B, ça c'est vraiment des fortes nouveautés. On a depuis peu aussi la possibilité de faire des tests TROD pour le HIV, et je pense qu'il y en aura d'autres. Et en fait, effectivement, je pense qu'il faut s'attendre, après cette crise, à ce que l'organisation de nos pharmacies évolue et s'adapte à ce nouveau modèle économique. Ok, justement, François-Xavier, toi, concrètement, tu nous l'as dit un petit peu en avance, mais comment tu t'es organisé pendant cette crise, notamment sur le nombre de vaccins, de tests, etc. Comment tu t'es organisé? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, on a une problématique, c'est qu'il a fallu libérer du temps pharmacien et du temps préparateur. C'est-à-dire que le pharmacien et le préparateur sur le marché du travail, aujourd'hui, il n'y en a plus, ou très très peu. Donc, c'est extrêmement difficile de recruter. Donc, il a fallu recruter des gens et externaliser tout ce qui… Enfin, externaliser, c'est pas externaliser, c'est recruter des gens à qui on pouvait déléguer un maximum de choses, et des gens qui n'étaient ni préparateurs ni pharmaciens. Donc, dans mon cas, passer de 200 à 550 patients jour, ça a nécessité énormément d'embauches. Alors, les embauches, je vais les citer parce que c'est anecdotique et jamais on pensait aller vers ce genre de profil. Ça a été déjà depuis le mois de mars un accord avec une association de secouristes qui s'appelle la Croix-Blanche, et j'ai un préleveur pour faire les tests antigéniques à demeure, donc qui est un secouriste. J'ai également une aide-soignante qui vient nous aider. J'ai eu en décembre et janvier 6 infirmières IDE qui étaient diplômées, qui se sont relayées pour nous donner un coup de main à la vaccination. J'ai un médecin à la retraite aussi qui est venu nous aider. On a 2 étudiants en pharmacie, une étudiante en 3e année d'école d'infirmière. On a pris des administratifs. Alors, pour prendre des administratifs, c'est simple, on réfléchit vite dans son entourage qui est dispo. J'ai trouvé mon ancienne nounou, j'ai trouvé le fils du commerçant qui est sur le trottoir d'en face, qui est en fac de sciences, qui avait un bac S et qui a abandonné la fac. Je lui dis, allez, tu viens, on te prend. Une personne qui venait d'être au chômage. Enfin, voilà. Donc, on a essayé de chercher dans notre réseau le maximum de compétences. On a pris également un rayonniste qui est un ami, et une ancienne commerciale labo qui est venue aussi nous aider à ouvrir certains marchés OTC parce qu'on avait cette difficulté de ne pas pouvoir honorer nos rendez-vous laboratoires. J'ai une question, François-Xavier, juste sur les prises de rendez-vous avec tu as changé quelque chose sur les calls, sur ton standard? Dès le mois de mars l'année dernière, au début de la vaccination, on s'est dit que ça va être absolument impossible. On était harcelés de téléphone. On commençait à ne plus arriver à répondre au téléphone. Donc, j'ai tout de suite pris un accord avec Doctolib. Avec pas mal de doutes, on s'est dit, bon, on y va pas. Il n'y avait pratiquement pas de pharmacie qui était sur Doctolib. Et juste une petite anecdote, on s'est connecté à Doctolib, ils nous ont ouvert le canal. Un quart d'heure après, j'avais un premier push sur mon téléphone avec un rendez-vous qui se prenait d'une personne qui était à 20 km de chez moi, et ça a été comme ça tout le printemps. Donc, au bout d'un moment, après, on a supprimé les pushs. Mais Doctolib nous permet, avec la prise de rendez-vous en ligne, d'éviter peut-être un appel sur 2. C'est estimatif. Mais voilà. Et c'est également un outil de gestion interne, puisque quand un patient nous demande un rendez-vous, on est tous connectés dessus sur tous nos postes, et c'est un outil qui est absolument génial. Donc, pour te dire, on est monté à 70 rendez-vous jour en vaccination. Je crois qu'on a un pic à 90 quand il y avait la grippe. Et sur les tests antigéniques, en nombre de rendez-vous, on a dû pouvoir en positionner à peu près 150. Et du coup, le flux.
Ça, Du coup, ouais. en gros, la question, c'est au niveau du téléphone, tu avais quand même, mis à part Doctolib, tu avais quand même des patients qui t'appelaient en direct. Oui. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui… on s'est trouvé début janvier à avoir un appel entrant toutes les 15-20 secondes, malgré Ok. Doctolib. Ouais. C'était… On a dû éteindre tous les téléphones. On ne pouvait plus répondre au téléphone. Pendant une semaine, on n'a pas pu répondre au téléphone. C'était un cauchemar. Et j'avais la même chose sur mon portable perso. Donc, non, Donc, non. le canal téléphone, c'est une question. Demain, aujourd'hui, pendant la crise, tu l'as utilisé, tu as eu Doctolib. Et demain, ce canal téléphone, tu veux le bannir, tu veux le. Alors, c'est une vraie réflexion parce qu'on voit que les médecins ont sous-traité le téléphone depuis un moment. Je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que le téléphone, il faudrait qu'on puisse séparer les appels patients des appels fournisseurs. Ouais. Les appels fournisseurs, aujourd'hui, on ne les prend plus. Clairement, on n'a absolument pas le temps. C'est chronophage, il n'y a pas de prise de rendez-vous, donc les gens qui nous appellent, ils pensent qu'on est disponible alors qu'on ne l'est pas. Et le peu d'appels qu'on va prioriser, pour l'instant, ce sont les appels patients de gens qui nous demandent des conseils parce qu'ils viennent de prendre autopsie positif, etc. Et ils seront toujours prioritaires. Ok, donc ça me fait penser, du coup, pendant cette crise, les laboratoires, c'était quoi ta relation avec le commercial de tes labos partenaires? Alors, comment ça s'est passé là? Là, sur le dernier mois, j'ai vu aucun labo. J'ai juste, alors, j'exagère, j'ai vu mon grossiste, j'ai vu mon génériqueur numéro 1, mon génériqueur numéro 2. Donc ceux-là, on s'est pris un peu de temps quand même parce que tous les mois, on se doit de suivre aussi les stocks. Donc ça a été la priorité absolue. Et j'ai dû ouvrir un marché OTC sur le mois de janvier, sur une pause déjeuner. C'est tout. C'est-à-dire que je suis passé d'un 3-4 rendez-vous jour l'année dernière à 3-4 rendez-vous sur un mois. Ok, tu as diminué par 4 le nombre de rendez-vous. C'est plus que ça, c'est juste impossible. C'est impossible. La prise de rendez-vous est totalement impossible. Et du coup, ma question, alors, le fait de ne pas avoir de rendez-vous, ça a fait baisser ton chiffre d'affaires sur les produits d'OTC et de para? Paradoxalement, non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est en période post-travaux, donc on a agrandi. Alors par contre, on a complètement arrêté les formations. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus pour nous proposer des formations, on leur a dit niet, c'est bloqué. Et on a pratiquement arrêté les conseils. C'est-à-dire que je vois aller une fois ou deux les filles dans les rayons pour conseiller. Ok, donc ça, c'est un constat. Le constat, c'est que pendant cette période-là, c'était compliqué d'accompagner sur ces marchés d'OTC et de para. Et du coup, tu vois comment les choses demain, parce que la crise j'espère, on voit diminuer les cas, potentiellement, on va revenir à la normale. Tu vois comment le futur de… On sait que les labos vont revenir, ça commence déjà. Et puis, on a une problématique, c'est que d'ouvrir tous nos marchés avant la fin février. On souhaiterait que les commerciaux qui viennent soient beaucoup plus structurés. C'est-à-dire, l'idéal serait d'avoir des rendez-vous courts, avec des conditions commerciales qui soient simplifiées et des commerciaux aussi qui aient préparé leur visite, qui arrivent avec les éléments et qui aillent directement à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui… Allez, pour les quelques rendez-vous que j'ai faits, non pas cette année, mais en fin d'année dernière, je regardais ma montre, je leur disais que vous avez 30 minutes, pas une minute de plus. Et c'était hyper directif. Et là, on s'aperçoit qu'on déstabilise un certain nombre de commerciaux qui ne sont pas prêts à ça. Ils n'ont pas anticipé la gestion du temps. Mon premier métier, c'était commercial. J'ai commencé dans la répartition pharmaceutique. Et une de mes premières formations, c'était sur la gestion du temps. J'avais un gars qui m'emmenait en visite et on disait, on rentre dans la pharmacie à 10h05, à 10h30, on est sorti. On essayait de s'y tenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les labos intègrent. C'est trouver des raccourcis. Alors, il y a plein de pistes, et notamment au travers du numérique et d'Apodis. Mais il faut réduire la durée des rendez-vous. Ça, c'est une obligation. De toute façon, on n'a pas le temps de recevoir. Donc, s'ils veulent prendre leur commande, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi à notre nouvelle façon de faire et de travailler.
Ok, donc j'avais une question justement du côté laboratoire. Je sais, Hélène est connectée parce que je vais te rappeler, Hélène, mais du côté laboratoire, je voudrais un peu voir la vision, comment ils se sont adaptés, d'avoir le point de vue d'Hélène là-dessus. Je te rappelle, tu m'entends, Hélène? Bon, je rappelle Hélène parce que l'idée, c'est de savoir les labos OTC para. Oui. Hélène, j'ai une question pour toi. Je sais que tu es en train de te connecter, mais pour bien enchaîner, tu m'entends? Je t'écoute. Oui, pas de souci. Vous m'entendez bien? Oui. Bah, moi, oui. Mais François-Xavier, t'entends bien, Hélène? Du coup, Hélène, je veux me placer côté labo. Pour toi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces labos, pendant cette transformation, cette crise? Et comment ils fonctionnent aujourd'hui? Comment ils sont adaptés, en gros, par rapport à cette crise? Je pense qu'ils ont aussi entendu et vécu sur le terrain ce que nous racontait Thomas et surtout François-Xavier sur ce temps disponible qui est complètement diminué du fait des adaptations à la crise sanitaire et une attente forte de services. Alors c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire attente de service. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut simplifier la vie des pharmaciens dans ces interactions commerciales. Parce qu'on passe d'une relation qui est historiquement plutôt transactionnelle, qui passe beaucoup au travers du délégué pharmaceutique. Et puis là, on se rend compte qu'on n'a plus forcément de temps pour recevoir les délégués, qu'il y a toujours des besoins pour animer le point de vente, pour former les équipes. Et du coup, les laboratoires se rendent compte que il y a un petit problème de rencontre entre le pharmacien et tout ce qu'ils peuvent proposer aux équipes. Donc du coup, si on se place du côté du laboratoire, ça veut dire qu'il va falloir adapter tous ces canaux de contact pour toucher le pharmacien. Et donc, c'est vraiment le pilotage de toute la stratégie commerciale qui est obligé d'évoluer avec ce contexte de crise sanitaire. Donc, on touche vraiment du doigt l'enjeu de qu'est-ce que le multicanal vers les pharmaciens et l'idéal à atteindre étant de l'omnicanal, c'est-à-dire connecter tous ces points de contact dans les cycles commerciaux. Donc, concrètement, les réflexions, c'est comment est-ce que je partage la data qui était jusqu'à maintenant vraiment maîtrisée par le délégué pharmaceutique qui a la relation, qui connaît par cœur ses clients, mais maintenant cette connaissance, comment est-ce qu'elle se partage au sein de toutes les entités du laboratoire. Et en plus de ces données commerciales, transactionnelles, on a en fait des données de comportement. Comment est-ce que les pharmaciens maintenant souhaitent interagir avec les laboratoires sur tous les segments. On a le commercial, on a le trade, on a la formation, etc. etc. Donc, j'ai une petite question à François-Xavier. Toi, par exemple, tu vois que tu nous as dit le call plus jamais avec les labos. Temps de visite réduit. Mais est-ce que toi, tu as d'autres canaux, quand je dis d'autres canaux, des sites web labos ou des choses qui t'ont impacté avec ta relation pharmacien, à part le call et le commercial, il y a d'autres choses que tu vois et qui te semblent pertinentes? On a rabattu une petite partie de nos achats sur des centrales. Ouais. Sur des centrales d'achat parce que pas toujours le temps de passer une commande directe. Donc ça, c'est avec un peu de perte de remise. Donc ça c'est pas quelque chose de choisi, c'était plutôt subi qu'autre chose. Donc et tes groupements, et ton groupement, quoi, tu suis les accords de tes groupements? Oui, mais les accords groupements sont souvent couplés à la centrale d'achat avec laquelle je travaille, qui est Sagita pour pas la citer. Donc le groupement effectivement apporte une aide sur les négociations de conditions commerciales.
un groupement adossé à une centrale d'achat, ce que tu me dis. Voilà. Ouais, parce que si tu as un groupement type, je ne sais pas, Platinum, il te négocie aussi des conditions au niveau de l'apparat et de Oui, bien PTC. sûr. Ouais, il y a des accords, il y a des accords labos, etc. Donc ça peut passer sur les centrales d'achat. On se rend compte que les labos, il y en a assez peu qui sont prêts à amener les conditions du direct sur les centrales. Bon, ça c'est un choix, je le respecte. Euh, euh, donc la centrale aujourd'hui, c'est du dépannage. Hein, alors les labos ont mis aussi des sites internet de prise de commande. Ça fait 13 ans que je suis installé, 13 ans que j'ai l'impression que ce sont les mêmes sites. Alors ça peut servir un peu au mois d'août quand tout le monde est en vacances et qu'on n'a pas d'autre solution pour passer une commande. Donc ça m'arrive de temps en temps, je pense à la Roche-Posay, des labos comme ça, où des fois au mois d'août, on recherche ses codes pour passer un petit réassort. Clairement, c'est du bricolage. C'est pas ça qu'on attend. On attend. Et comment tu fais quand il y a un vacant, quand il y a un délégué? Du coup, principalement, tu passes ta commande via le délégué aujourd'hui. Majoritairement, ouais. Quand il y a un vacances, c'est un gros problème. On se retrouve avec des trous dans les rayons. Là, j'ai le cas d'une fusion de labos. Je ne sais pas si je peux les citer. Les deux délégués ont sauté. Ils nous ont envoyé un vague numéro 0800 et tout ça. Et on n'est pas visité depuis 3 mois. J'ai des trous partout. Donc ça c'est un cauchemar. Bon, après, le laboratoire est le premier à en subir les conséquences. Ouais, c'est perdant-perdant. Ouais, complètement. Et je veux faire participer un peu Thomas et toi, de ton côté de ta pharmacie, parce que comment ça se passe? En fait, comme François-Xavier, bon, voilà, j'ai mis en place un module de rendez-vous pour essayer d'écouler le tout venant, mais effectivement, mon standard téléphonique explose aussi. Donc, concrètement, j'ai complètement proscrit les call centers, les appels téléphoniques. Après, je me dépanne effectivement sur les centrales d'achat, mais c'est surtout sur les gammes que je n'ai pas référencées. Pourquoi? Parce que comme le dit Hélène, les centrales d'achat ne permettent pas d'animer tout un plan de trade avec les opérations et animer les équipes, former les équipes. Donc, je préfère quand même encore avoir un contact direct avec le laboratoire qui permet quand même de beaucoup mieux animer les équipes et les points de vente. Alors, j'ai la malchance d'avoir une pharmacie intermédiaire, ce qui fait que les labos, je les vois à peu près une fois tous les 6 mois. J'ai deux rendez-vous par an avec eux en moyenne. Donc, l'idée, c'est que ces rendez-vous-là soient très productifs. Déjà, pour certains, ils peuvent durer 2 à 3 heures. Ça, c'est plus possible, concrètement. Il faut qu'on arrive à diminuer le rendez-vous au moins de 1 heure à 1 heure et demie. Et ce sera encore mieux pour le laboratoire. J'imagine que ça lui permettra de faire plus de rendez-vous dans la journée. Et puis, je pense qu'entre ces deux rendez-vous espacés de 6 mois, j'ai besoin de plus de points de contact, plus d'interaction avec le laboratoire, aller très facilement aller voir leur plan trade, aller voir les offres qui sont en cours, les promos qui sont en cours, histoire d'être plus proche de ce laboratoire, parce que ça arrive très vite que les équipes se démobilisent autour d'une gamme et qu'une gamme s'endorme. En fait. Et entre deux rendez-vous espacés de 4 à 5 mois, on a besoin d'avoir un peu plus de contact pour les équipes. J'ai envie de dire un peu comme la Covid, il faut un peu des piqûres de rappel régulièrement. Et c'est vrai que le digital est idéal pour ça, d'avoir plus de relations avec nos laboratoires partenaires, en plus des rendez-vous espacés parfois de 6 mois. Ok, justement, là, Hélène, toi, en tant qu'experte du digital, comment tu vois la maturité des pharmaciens? On voit que globalement, FX, Thomas sont assez digitaux, mais de manière générale, le pharmacien, sa maturité numérique, comment elle est, et quelle est sa place du digital aujourd'hui entre le labo et le pharmacien? Alors, c'est en effet une question assez pertinente puisque l'adoption, c'est vraiment le point clé pour les laboratoires. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la crise sanitaire, par la force des choses, a accéléré ces usages. On a vu les ordonnances par mail, on a vu les connecteurs avec CIDEP ou CIVAC. Donc, je pense que c'est aujourd'hui acquis pour les pharmaciens que la technologie, lorsqu'elle répond à un besoin métier, vient faciliter toutes ces étapes qui sont hyper chronophages et pas franchement hyper passionnantes. Donc, quand ça répond à un vrai besoin et que ça facilite la vie du pharmacien, oui, il y a une appétence digitale. Après,
il y a aussi une vraie difficulté à le mettre en œuvre. Parce que rapidement, le pharmacien, il peut se retrouver avec un espèce de millefeuille technologique où pour gérer ses BRI, comme on disait tout à l'heure, ou pour tout ce qui est émission de nouvelles missions, ça va être tel outil, après c'est tel outil. Donc ça impose une espèce de gymnastique intellectuelle qui devient quand même très très complexe. Donc pour remédier à cette espèce de millefeuille de techno, c'est créer des ponts et de l'interopérabilité entre les différentes solutions. Donc ça, c'est un point à avoir en tête pour les laboratoires, d'avoir une logique que l'on appelle de l'APIisation, c'est-à-dire ouvrir ces données dans un sens ou dans l'autre vers les acteurs qui contribuent à faciliter toutes les tâches d'achat, de traite, de berge et autres du pharmacien. Donc créer des ponts entre les différentes solutions qui répondent toutes à un besoin bien précis. Ok, donc interopérabilité, de pouvoir mieux partager les données. Thomas, toi qui connais bien le digital, tu as un commentaire par rapport à l'adoption et l'appropriation de ces outils digitaux en pharmacie? Je suis moins expert qu'Hélène, mais effectivement, comme elle dit, c'est tout à fait juste. En fait, ce qui est clé dans l'adoption de ces outils, évidemment, c'est la facilité d'utilisation, l'ergonomie, l'expérience utilisateur et surtout des usages qui sont parfaitement intégrés dans les outils quotidiens et interopérés. Il faut également ensuite penser à l'animation en continu des utilisateurs. Il ne suffit pas de bien accompagner l'installation d'un nouvel outil et de former. On a quelques chiffres clés sur ce sujet. Il y a 75% des contenus présentés en formation qui sont oubliés en 72 heures. Il faut donc bien penser à mettre en place un dispositif, si possible, directement intégré dans la solution, bien sûr, qui accompagne l'usage au quotidien et fait grandir la maturité, qui est parfois hétérogène dans les équipes officinales au fur et à mesure de la transformation. Il existe aussi un effet communautaire, en fait, à ce système, avec un effet boule de neige, où il y a souvent 5% d'utilisateurs précoces, dont FX fait partie, qui sont plutôt visionnaires, et il suffit à eux d'engager 80% parfois des utilisateurs. Et donc là, je fais référence à la courbe d'adoption des produits, assez classique. On voit toujours au début les innovateurs et les précurseurs, suivis des visionnaires. Ensuite, il y a la majorité précoce, puis la majorité tardive, et enfin les retardataires. Et donc cette courbe-là nécessite faut absolument le prendre en compte pour favoriser l'adoption des outils, de cette transformation digitale. Et ok, mais Hélène, là j'ai une question à Hélène, mais concrètement, c'est quoi? Parce qu'on a compris qu'il y avait vraiment ces early adopters qui n'utilisent plus ces visionnaires, mais après, quelles sont les innovations, quels services vont aider le pharmacien demain qui émergent selon toi? C'est quoi les services qui vont émerger un peu plus sur demain, sur le futur, après Covid? Hélène, tu m'entends? Oui, pardon, je vous entendais. J'ai décidément un gros problème de micro. Pour les services, si on regarde la convention pharmaceutique qui est en pleine négo et qui va bientôt sortir de terre, on voit qu'il y a de plus en plus de délégations de tâches, comme ce qu'on voit à l'étranger, vers les pharmaciens. Donc ça, en fait, c'est pas du tout le même métier pour le pharmacien et ça nécessite de s'organiser, de staffer les équipes différemment. Donc François-Xavier nous parlait des problématiques de recrutement. Donc ça, elles vont devenir de plus en plus présentes et de plus en plus importantes parce que faire du service, c'est pas la même chose que de dispenser du conseil et faire du commerce. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ce qui est en train de se passer au niveau national. Donc, on a Olivier Véran qui va lancer aujourd'hui Mon Espace Santé officiellement. Et je pense que les laboratoires doivent vraiment regarder ce qui se passe au niveau d'une des briques de cet espace santé des Français. Et le fameux kiosque d'application, faut vraiment le voir comme un point d'entrée auprès du patient et sur lequel il y a, je pense, une feuille blanche à écrire sur des nouveaux services d'accompagnement du pharmacien auprès du patient. On peut penser
penser à la télépharmacie, à du suivi et autres. Et là, en fait, on voit la force du réseau de pharmaciens, des outils numériques. Et donc ça, c'est vraiment en construction. Il faut vraiment se saisir de ce sujet-là qui est vraiment tout frais et en pleine actualité. Ouais. Effectivement, le bouquet de services pour les professionnels de santé et mon espace santé pour les patients et les citoyens, effectivement, qui est lancé aujourd'hui. Et j'aurais voulu savoir, François-Xavier, toi, tes attentes par rapport à ça, c'est quoi sur le digital? Alors, j'en ai qu'une, hein, c'est l'ancien grossiste répartiteur qui parle. J'ai un seul mot, c'est productivité. C'est gagner du temps pharmacien au comptoir, gagner du temps préparateur au comptoir. Aujourd'hui, on sait qu'on a des nouvelles technologies avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle et tout ça, qui demain vont peut-être nous permettre de passer des commandes sans trop réfléchir. Je pense qu'il faut investir dans du développement là-dedans. Alors on a la chance, nous, en tant que pharmacien aujourd'hui, d'avoir eu des entrées d'argent là sur du relatif court terme sur les 2-3 derniers mois. Moi, dans ma tête, j'ai tout un tas d'investissements qui vont aller dans ce sens. Il faut aller vers de la productivité. Ça passe par le numérique, j'en suis persuadé. J'ai entendu parler de partage de data tout à l'heure. Moi, il y a des années que je donne mes données à des concentrateurs et avec des retours. On a déjà même, il y a quelques années, alors c'était pas avec Apodis, on a déjà tenté comment on appelle ça, la réappro automatique, un peu comme ça se fait dans la grande distribution, avec des commandes qui se généraient d'elles-mêmes. C'était pas brillant, mais je vous parle de quelque chose qui s'est fait il y a 5-6 ans, donc justement, tu utilises Apodis depuis 2 ans. À peu près. Parce que là, le temps découle. Je voudrais bien avoir qu'est-ce que Apodis t'a apporté au quotidien. Alors, la différence d'Apodis, c'est qu'en fait, on a tout sur le même outil. Et ça, c'est absolument génial. C'est un peu comme un iPhone. On a tout sur notre téléphone. Avec Apodis, on a tout sur le même outil, aussi bien les outils pour la vente au comptoir, la fidélité, les ordonnances patients, la gestion des achats. Aujourd'hui, je ne reçois pas un laboratoire sans aller consulter mes évolutions de chiffres sur Apodis. Donc voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un outil qui développe. Et puis on sent que les gens qui sont derrière connaissent bien notre métier. En tout cas, pour moi, ça va dans le bon sens. Yes. Et du coup, Thomas, rapidement, parce que le temps défile, comment toi, tu utilises Apodis dans ta pharmacie? Et après, j'irai sur les questions parce qu'on voit qu'il y a quelques questions et on veut tenir le tempo. Oui, alors forcément, c'est un peu plus mature avec ma pharmacie parce que j'utilise Apodis depuis un peu plus longtemps. Donc, c'est vrai que je l'utilise à la fois en front office et en back office. En fait, en front office, c'est vrai que mes animations et mes temps forts avec mes partenaires ont beaucoup plus de visibilité parce qu'Apodis permet plus de points de contact auprès de mes clients. Je ne vous cache pas que mes collègues apprécient beaucoup les outils mis en place pour faciliter le conseil autour d'une marque et augmenter le panier moyen. Et bien sûr, ils aiment beaucoup les challenges digitaux, les challenges équipes proposés par Apodis et ses laboratoires, qui permet vraiment de stimuler et de récompenser les équipes. Et ce n'est pas anodin dans cette période où il faut absolument fidéliser les équipes. C'est vrai qu'on peut mesurer une augmentation des ventes aux alentours de 30% en fait, sur les offres Salaout qu'on met en place parce que le digital permet de donner beaucoup plus d'écho à ces offres. Et puis derrière, sur la partie back-office, en fait, Apodis me sert surtout comme FX à visualiser très rapidement et très facilement les opérations en cours et les plans de trade de mes partenaires. Je dispose d'outils de pilotage d'activité autour de mes laboratoires avec mes top clients, le panier moyen, les profils conso de chaque gamme implantée dans ma pharmacie. En fait, ça m'apporte une meilleure connaissance de mes patients pour mieux les animer au quotidien et vraiment augmenter leur fréquence d'achat sur les offres ciblées. Et effectivement, en termes de management, je constate surtout que les équipes sont beaucoup plus mobilisées et animées autour des marques que j'ai décidé de référencer, ce qui était le point faible auparavant. J'arrive beaucoup plus à les suivre, mes gammes s'endorment moins. Ok, du coup, génial. Je vais passer aux questions parce qu'il est 40. Il y a 5 minutes de questions. On va essayer de tenir le tempo. Et après, je ferai une petite conclusion. Du coup, on avait une première question sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Agnès, qui était pharmacienne d'officine, CEO de laboratoire Natillé. Quels services et solutions pour les marques laboratoires émergentes?
Thomas ou Hélène, vous voyez quoi? Quoi, Thomas? Parce que Hélène, j'ai du mal avec Hélène sur le son. Vas-y. Sur les marques émergentes, en fait, Ouais. on a déjà quelques laboratoires qui sont sur la plateforme Apodis. Donc, c'est vrai que ces laboratoires-là se servent au maximum de tous les outils mis à disposition. Donc, concrètement, c'est des laboratoires qui n'ont pas forcément de force de vente sur le terrain. Donc là, ils se servent vraiment d'Apodis comme un commercial digital. C'est-à-dire qu'Apodis diffuse tout le plan trade, que ce soit le sell-in, toutes les offres sell-out avec les programmes de fidélité, les challenge équipes, les berries digitalisés. Donc, c'est vrai que sur ces marques-là, ça leur permet d'avoir une interaction directement avec des pharmaciens et de pouvoir les suivre à distance avec les data intégrées. Oui. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà avec des laboratoires. Et toi, Hélène, tu penses quoi? Comment, quoi, pour une petite marque qui n'a pas de force commerciale, comment ils font? Comment ils peuvent faire? Alors, les petites marques, si on regarde ce que font les DMDB ou les marques qui sont nées sur le web, leur avantage, c'est qu'elles sont hyper agiles et qu'elles ont la maîtrise de la data, qui reste en fait le point clé. Donc, le conseil, ça serait plutôt d'être, soyez présente là où sont vos clients. Et puis tester et mesurer le ROI en fonction des différents canaux. Faut tester en fait. Et à partir de la data, mesurer, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ouais. Okay. Du coup, moi je vais reprendre les questions du chat. Bonjour Dimitri, les labos vont eux aussi dans l'omnicanalité. Ouais. Je regarde les questions. Et si les labos avaient une plateforme e-commerce? Elsa, Fego. Donc, effectivement, les labos, Thomas, ils ont des plateformes e-commerce. Vas-y. Je pense qu'on parle des sites web pour passer les commandes en B2B, j'imagine. C'est comme a dit François-Xavier, en fait, il y a toutes les plateformes e-commerce pour site web. Je pense que c'est en B2C. Aussi. C'est peut-être une question provoque, mais les labos avaient une plateforme e-commerce. Donc, Elsa, si vous pouvez préciser un petit peu votre question, c'est le B2C. Mais certaines marques ont des sites en direct. Si vous voulez faire de la vente directe auprès des consos, en court-circuitant le circuit officinal ou en passant par le circuit officinal, voilà, c'est des petites questions. On serait ravis de répondre à cette question en fonction de vos besoins. Et Greg Bouvet, du coup, ce changement dans la prise de rendez-vous va-t-il s'inscrire dans la durée? Y a-t-il des dégradations dans la gestion de stock, perte de trésorerie? Oui. François, Xavier ou Thomas? Alors, dégradation dans la gestion des stocks, oui, c'est sûr qu'on a... Moi, j'ai dit à toutes mes équipes il y a 3 semaines, l'objectif maintenant, c'est de ne pas avoir un chaos après le chaos. C'est-à-dire que tout ce travail de dingue qu'on a réalisé depuis 3-4 mois s'effondre et qu'on se rende compte que la pharmacie est totalement détruite avec des trous partout, des commandes pas passées, des marchés pas ouverts. Ouais. Donc, effectivement, oui, gestion des stocks, c'est extrêmement problématique. Mais voilà, là, j'ai mis en place une équipe pour pouvoir répondre à ça. Mais on a aussi besoin de l'aide des fournisseurs. Ah ouais, okay. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut... Mais la maîtrise de la data est primordiale là-dessus. Alors la maîtrise, mais je pense qu'aujourd'hui, un laboratoire de dermocosmétique, quand il arrive dans une pharmacie, il doit limiter son rendez-vous à 1 heure. Alors, c'est difficile parce que là, j'ai eu des rendez-vous cette semaine. C'est pas moi qui les ai réalisés, donc j'ai pu chronométrer. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. C'est des trucs de dingue, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de ça. Donc, il faut trouver des outils pour que les directeurs des ventes des laboratoires se disent pas plus d'1 heure sur des gros rendez-vous et 1 demi-heure sur des petits rendez-vous. Ça se fait, mais il faut être hyper structuré. Il faut les outils et il faut les commerciaux qui soient structurés et qui aient des objectifs de temps. C'est-à-dire, quand ils rentrent dans une pharmacie, ils disent « je rentre à telle heure, je sors à telle heure ». Et ça doit être optimisé. Ok. En tout cas, maintenant, le temps imparti est fini. Je vais faire une petite synthèse de ce que j'ai compris de cet échange. Globalement, François-Xavier, tu nous as dit que ton métier avait changé drastiquement et tu n'avais plus trop le temps de gérer tes fournisseurs et qu'il fallait que les labos se réinventent dans leur démarche commerciale, notamment le digital et les data. Ouais. Hélène, ton point de vue, j'ai résumé assez rapidement, mais que les labos devaient mieux structurer les données
et partager, de mettre de l'API, de mieux structurer ces données pour mieux opérer leurs cibles et notamment les pharmaciens. Et en plus, les autorités, c'est-à-dire le ministère de la Santé, vont dans ce sens-là. Et en plus, les pharmaciens commencent à être matures aussi dans le digital. Et je ne parle pas des patients aussi qui sont d'autant plus matures. Et Thomas, tu nous avais part de sa vision sur la technologie, que sans effort, ça permet de faire plein de choses, hein, de faciliter la productivité des forces commerciales, d'engager les équipes officinales et aussi d'accélérer la présence des marques au point de vente. Du coup, pour conclure, je tenais beaucoup à remercier François-Xavier que pendant cette période, de nous avoir accordé ton temps précieux, sachant que voilà, les vaccins et les tests se réduisent, mais ils sont encore présents. Donc, merci. Un grand merci à Hélène de t'avoir eu au téléphone, qui est vraiment, Hélène, est une experte du digital en France. Et là, comme il y a beaucoup de labos, si vous avez besoin d'un accompagnement concret et opérationnel sur le sujet, n'hésitez pas à la contacter. Et je vous remercie aussi de votre participation. Et si vous voulez plus d'infos sur Apodis, je serais ravi de prolonger les échanges de manière individuellement. Merci beaucoup. Je vais clôturer. On est 47, 2 minutes en retard. Mais on pourrait en parler encore plus longtemps de ce sujet. Et vous allez recevoir un email avec le webinaire enregistré à la suite, demain matin, à la suite de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.